sujet que j'ai choisi de vous... Déjà, est-ce que vous voyez bien les slides, s'il vous plaît? Très bien. Donc, le sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, c'est celui des manifestations dermatologiques des maladies de système. Alors, pour une raison unique, c'est que, en fait, le système de la peau, bien le système cutané, ou alors le tissu cutané, c'est franchement parmi les sujets qui me font beaucoup peur. C'est pour cela que quand tu as dit tout à l'heure, si vous avez des questions, je me disais, est-ce que j'aurai les réponses déjà? Donc, c'est un sujet que je découvre à peine. Et puis, pendant les observations médicales dans les stages, je trouvais beaucoup de difficultés à l'examiner. Du coup, j'ai décidé de faire le pas, Inch'Allah, d'aborder ce sujet-là. Alors, en fait, le plan que nous allons suivre est le suivant. Donc, on va parler des lésions cutanées. Déjà, une introduction, pourquoi le sujet est important. Et on va parler de ces lésions-là quand elles cachent des maladies soit endocriniennes, soit cardiovasculaires, gastro-intestinales, des syndromes paranéoplasiques, et tout ce qui va rentrer dans la case autre, rhumatologique ou autre, un quiz, et bien sûr, des questions si vous en avez. Alors, pour cette partie-là, on va se contenter des éléments 1 jusqu'à 4, parce qu'en fait, la paranéoplasie, c'est un chapitre très grand, donc je préfère l'aborder dans une présentation à part. Alors, on peut commencer. Donc, en guise d'introduction, je dirais que c'est un sujet, en fait, le sous-titrage de ma partie intro, c'est que ce sujet-là, il est très important. Alors, je vous conseille de rester concentré. Inch'Allah, vous allez apprendre des choses comme je l'ai fait à travers cette préparation-là. Et on commence. La meilleure intro que j'ai trouvée, c'est celle-là. Alors, en fait, ils disent que la peau, c'est le miroir vers le système. Ça veut dire ce qu'on voit, c'est pas forcément parfois des maladies de la peau seulement, mais ça peut être ça peut cacher toute une entité pathologique d'un système donné. Après, en fait, j'ai trouvé cet article-là. En fait, je voulais partager avec vous, ne serait-ce que le titre. Comme ça, vous avez une idée sur l'ampleur du sujet. Alors récemment, parmi les dernières pistes qui sont explorées dans la recherche, c'est qu'en fait, la rapidité de la cicatrisation de la peau pourrait révéler potentiellement la rapidité de la cicatrisation du muscle cardiaque. Donc vous voyez à quel point ça suscite de plus en plus d'intérêt. Si on regarde les publications qui sont publiées à ce sujet-là, alors regardez ma flèche qui est ascendante vers le haut et regardez le nombre de publications, comment il est. Alors j'ai écrit Skin as a mirror to the body, c'est ce que j'ai écrit comme mot-clé. Et vous voyez le nombre de publications que ça me donne. Ça veut dire que c'est très intéressant et c'est un sujet d'actualité. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, je me suis basée sur une conférence donnée par cette organisation que vous voyez là, le DEF, donc Dermatology Education Formation. Alors, c'est un institut qui s'intéresse à la dermatologie. Je vous conseille vivement d'aller sur leur site internet et d'explorer ce qu'ils ont. Vous allez apprendre plein de choses. Donc, ça, c'est le dermatologue qui a donné la conférence sur laquelle je me suis basée pour préparer ma présentation aujourd'hui. Et c'est une conférence qui a été destinée à des médecins généralistes. Donc, je rentre maintenant dans le vif du sujet. C'était long comme intro. Alors, première catégorie de maladies que nous allons voir, ça va être les endocrinopathies. Alors, les endocrinopathies, vous allez voir tout à l'heure que ce sont en fait les maladies qui renferment, on va dire, la part du lion quand il s'agit de lésions cutanées associées. On va voir ça. Alors, est-ce que vous pouvez... Donc déjà, soyez libre d'ouvrir votre micro et de participer si vous le voulez. Est-ce que vous devinez la maladie qui va en fait être associée à la majorité des lésions qu'on va voir? Quelqu'un peut deviner rapidement? Diabète. Très bien, voilà. Donc, le diabète, la polydiabétique, c'est vraiment un terrain fertile pour toutes les lésions que vous pouvez avoir. Donc, on commence avec les endocrinopathies et on va dire d'emblée, comme en tête, à toutes les maladies qu'on va voir, c'est-à-dire les lésions à côté du diabète ou bien, enfin, voilà. Donc, les lésions cutanées que nous allons avoir avec le diabète, tous, elles peuvent obéir à la règle suivante. C'est que 30% des diabétiques dans leur vie, ils vont avoir au moins une fois une lésion cutanée. Ça, c'est de 1. Et ces lésions cutanées-là, de la part de leur physiopathologie et de leur nature, ils vont varier entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc, pour le diabète de type 1, comme c'est une maladie auto-immune, les lésions cutanées que nous allons avoir, ce sont des lésions auto-immunes. Et pour le diabète de type 2,
ça va être surtout les infections. OK? Mais on ne va pas avoir d'écart de prévalence. Ça veut dire que on ne va pas avoir de type diabétique qui va avoir plus de lésions que l'autre type. Voilà. Donc, c'est à part égale, mais un type différent. Voilà. Mécanisme différent, je voulais dire. Première lésion qui est caractéristique à la peau du diabétique, c'est une lésion qui est moyenne, on va dire, en termes de prévalence. Elle n'est pas très fréquente, mais il faut que, quand vous la voyez, il faut que vous reconnaissiez qu'elle est là avec un diabète. Donc, il faut que je cherche ce diabète-là. Première lésion qu'on va voir, ça va être la nécrose lipoïdique. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais cliniquement, ça ressemble à ça. OK? Alors, les lésions, je ne sais pas si vous voyez ma souris ici. Bon, je ne sais pas. Mais sinon, les lésions sont bilatérales. Donc, on va avoir ça sur les deux jambes. Donc, ce sont des plaques qui sont allongées sur l'axe de la jambe. Ils vont prédominer sur les faces antérieures. Donc, je ne vais pas avoir ça au niveau des mollets, mais au niveau de la face antérieure. Donc, ce sont des lésions qui sont érythémateuses et ils ne sont pas homogènes en termes de structure. Vous pouvez le deviner. Donc, quand vous les voyez, il y a en fait un aspect atrophique dans le milieu. Ce qui est intéressant pour la nécrose lipoïdique, pourquoi elle est facilement reconnue. Alors, vous voyez en fait le mur que j'ai mis ici, ou bien les bordures en bois, on appelle ça une palissade. Donc, c'est une lésion qui est dite à bordure en palissade. Donc, si vous amusez à chercher des photos sur Internet, vous allez remarquer que les bordures et les marges de cette lésion sont très caractéristiques. Voilà. Alors, avec le temps, cette lésion, en fait, elle va devenir plus dure. Elle devient beaucoup plus adhérente sur le plan inférieur, sur le plan, en fait, sous-jacent. Et elle est indolore, sauf s'il y a un traumatisme qui est avec. Généralement, pour le diagnostic, on n'a pas besoin de biopsie. Alors, les dermatos qui en ont vu beaucoup, dès qu'ils la voient, qu'ils voient la bordure en palissade, ils savent que c'est une nécrobiose lipoïdique. Alors ça, ces photos-là, ce sont des photos que j'ai vues sur un article qui a été publié sur Fez. Et en fait, c'était le service qui rapporte sa première lésion qu'il a vue. Et en fait, on va la voir en détail dans les diapos qui vont venir. Mais là, c'est juste pour vous dire que c'est une lésion qui est bilatérale. OK? Alors, maintenant, penchons-nous un tout petit peu sur la physiopathologie et pourquoi on a cette nécrobiose lipoïdique. Déjà, sur la photo ici, sur l'image, vous voyez clairement cette bordure en palissade qui est plus claire que les images précédentes. Donc, ce qui se passe, c'est que normalement, vous avez... Alors là, vous voyez la peau en schéma. Vous voyez la couche au milieu qui est le derme. Et vous avez ces traits, ces sortes de stries qui sont oranges. Ça, c'est le collagène. Dans la nécrobiose lipoïdique, le corps, l'organisme, va considérer, pour une raison ou une autre, que le collagène est un corps étranger. Et il va déclencher ce qu'on appelle une réaction granulomateuse. Granulomateuse, ça veut dire il y a un agent qui est là. Typiquement, normalement, c'est un champignon dans la majorité des cas. Mais là, c'est le collagène lui-même qui est attaqué. Donc, inflammation granulomateuse, ça veut dire que l'agent, il a longtemps persisté. Bien sûr, vous n'allez pas vous débarrasser de votre collagène pour guérir de cette maladie, mais sinon, le corps, il va l'attaquer de façon constante. Et tant que le collagène, il est là, ça veut dire toute la vie, la lésion, elle est là, en fait. Et on va remarquer, dans tous les écrits qui ont été rapportés, que la lésion, quoi qu'on fasse, elle a une grande tendance vers la récidive et vers la persistance. OK? Alors, je reviens vers mon cas que j'ai trouvé. Donc là, c'est juste pour rester connecté à la réalité. Donc, c'est le cas d'une jeune patiente âgée de 21 ans. Donc, 21 ans, c'est un âge qui nous rappelle le diabète de type 1. OK? Donc, c'est le diabète de type 1 qui est très fréquent à cet âge-là, qui est connu diabétique depuis 6 ans, qui présente ces plaques-là qui sont bien circonscrites, avec le centre jaunâtre, etc. Elle n'est pas homogène, il y a de l'atrophie, il est symétrique, il est asymptomatique. Donc, les lésions, elles sont indolores. Ça, c'est une caractéristique très importante. Donc, si le patient vous dit « j'ai mal », il faut douter de votre diagnostic. Donc, ils ont évoqué ce diagnostic-là de nécrobiose lipoïdique et ils ont effectué une biopsie. Normalement, la biopsie n'est pas recommandée, mais en fait, je devine qu'ils l'ont fait parce que c'est assez rare quand même qu'on voit ce genre de lésion. Donc, on veut vraiment être sûr à 100% avant d'entamer tel ou tel traitement. Donc, la biopsie, il a confirmé cette lésion-là, le diagnostic. Et là, cette diapo, en fait, c'est juste pour vous dire que le mot-clé qui doit revenir, c'est le mot granulomateuse, donc granulome. Donc, la lésion, il a confirmé ça. Voilà. Bon, c'est pas très important.
Mais sinon, en fait, voilà, ils ont fait la corticothérapie locale, ils l'ont prescrit, et puis l'évolution a été marquée par la persistance des lésions. Donc, c'est des lésions qui persistent parce que le corps considère toujours que le collagène est un corps étranger pour lui. Alors maintenant, la prise en charge. Alors, cette prise en charge-là, ce qui m'intéresse, c'est pas les détails, parce qu'en fait, elle relève généralement du spécialiste. Alors, nous, c'est juste la reconnaissance des lésions, ok, et quelques gestes qu'on pourrait entreprendre au début. Donc, déjà, il faut protéger cette partie-là, la partie atteinte, pour ne pas aggraver la lésion. Il faut garder les jambes protégées. Il faut, si on veut prescrire quelque chose, ça va être de la corticothérapie locale. Bon, dans cette entité pathologique, il existe des formes qui sont plus localisées, pas très étendues comme on a vu. Et il existe aussi des formes qui sont douloureuses, mais qui sont très rares. Ok, et les traitements vont varier en fonction des formes cliniques. Bon, ça, c'est des détails. Vous aurez la présentation à la fin et vous pouvez consulter ça. Alors, deuxième pathologie qui m'intéresse beaucoup, parce qu'elle est unique aux diabétiques. Ça veut dire qu'on la trouve que chez les patients diabétiques. Donc, si je la vois, ça justifie un dépistage du diabète de but en blanc. Donc, d'emblée, je peux prescrire mon bilan parce qu'on la retrouve que chez les diabétiques. Alors, cette pathologie, elle s'intitule, elle se nomme la bullose des diabétiques. Alors, le mot bullose, il vous rappelle quoi, en fait? Est-ce que vous pouvez me dire, en fait, quelle est la pathologie qui vous vient à l'esprit dès qu'on dit bullose des diabétiques? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme lésions élémentaires? Est-ce qu'on va avoir des macules? Est-ce qu'on va avoir, en fait... Alors, clairement, on va avoir des bulles, puisque le nom, il le dit déjà. Alors ça, en fait, si on veut donner une petite définition, alors déjà, cette lésion, elle fait partie des complications du diabète. C'est une dermatose bulleuse. On insiste sur le fait que c'est une maladie à part entière. Donc, c'est pas un sous-type de pemphigus ou pemphigoïde. Donc, les gens qui sont en 4e année, ils savent de quoi je parle. Ce sont des pathologies bulleuses très connues. Donc là, c'est une maladie indépendante, ok, à part entière. Et elle est exclusive. Et c'est une survenue exclusive chez les diabétiques. Alors, il survient préférentiellement au niveau des extrémités, au niveau des mains et au niveau des pieds. Alors ça aussi, les photos, c'est tiré d'un article marocain, on va voir en détail dans la suite. Alors là, la diapo suivante, c'est pour vous dire que les bulles, elles sont de taille variable, donc c'est quelques millimètres à quelques centimètres. Au début, c'est des bulles. Par la suite, vous allez avoir, elles vont laisser la place à des érosions. Donc, elles sont ni douloureuses, ni prurigineuses. Elles siègent essentiellement sur les jambes et sur les pieds. Elles sont souvent bilatérales et elles sont rarement sur les membres supérieurs. Donc, elles évoluent vers les érosions, puis les croûtes. Elles vont cicatriser en quelques semaines. Alors ici, en fait, cette photo, juste pour vous dire deux choses. D'abord, il existe une variante hémorragique dans la maladie. Donc, on peut avoir une bullose des diabétiques qui est hémorragique. Et sur la photo qui est à droite, à l'extrême droite, vous voyez que c'est une lésion du membre supérieur, c'est une lésion de la main. Donc, on peut avoir une bullose diabétique au niveau du membre inférieur, du membre supérieur, quoique c'est rare. Donc, généralement, c'est la face dorsale des pieds, c'est la région tibiale antérieure. Alors là, c'est le chiffre qui m'intéresse. Donc ça, c'est 0,5% des patients diabétiques. Alors maintenant, quand on fait une biopsie, qu'est-ce qu'on va trouver à votre avis? Donc, quand on fait une biopsie, on va trouver une lésion qui est assimilable à ce qu'on trouve dans un pemphigus, pemphigoïde ou bien dans toutes les pathologies bulleuses. Donc, sur la photo, là, vous avez deux photos de biopsie qui représentent deux entités cliniques différentes. Alors, ce que vous voyez au niveau de la photo 1, c'est les lésions qu'on trouve les plus fréquemment. Donc, ce sont des lésions non cicatricielles qui vont évoluer sans laisser des cicatrices et où le clivage, il se trouve au niveau de l'épiderme. Donc, ce qui est schématisé par E. Au niveau de la figure B, c'est ce qui est moins fréquent. C'est des lésions bulleuses hémorragiques qui vont laisser des cicatrices, qui vont laisser de l'atrophie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la lésion, elle est plus profonde. Donc, c'est pas que au niveau de l'épiderme, mais c'est entre l'épiderme et le derme. Donc là, vous voyez, avec la flèche verte, la fente qui existe. Voilà. Donc ça, c'est la biopsie, c'est l'affaire du spécialiste. OK. Alors là aussi, c'est une fente, voilà, dermo-épidermique, dont je passe. Alors ici, en fait, cette diapo-là, juste pour vous dire que, en fait, il faut toujours hydrater la peau parce que selon tout ce que j'ai lu,
c'est le moindre microtraumatisme sur une peau qui est fragile. Alors, fragile en dermatologie, ça veut dire quoi? Une peau qui n'est pas protégée parce qu'elle est déshydratée. Donc, une peau qui est déshydratée, qui est fragile, qui est vulnérable. C'est pour ça que ça survient. Mais attention, il faut d'abord éliminer toutes les causes des dermatoses bulleuses qu'on connaît. Donc, les lésions auto-immunes, les toxidermies, tout ce que vous savez. Il faut faire une biopsie cutanée. Après, on est sûr. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a des bulles sur les jambes d'un patient diabétique, alors il vient vous voir dans votre cabinet, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous lui dites ça, c'est spécialisé, c'est la première des choses à faire. Mais en fait, si on rentre un peu dans la tête du spécialiste, voilà ce qu'il va faire. Donc déjà, il va éliminer, il va chercher des étiologies des autres bulles. Les maladies auto-immunes, donc les maladies infectieuses. Troisième étiologie qui est très importante, c'est l'hydrostatique ou bien les bulles de stase. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir que pas mal des diabétiques vont avoir des maladies du poumon, des maladies du foie, des maladies du cœur, insuffisance cardiaque droite, etc. Ces maladies-là vont donner de l'œdème. Et l'œdème, en fait, c'est quoi? L'œdème, c'est beaucoup d'eau, c'est une pression qui est faite par l'eau au niveau du derme. Donc, quand il y a beaucoup d'eau, quand il y a beaucoup de pression, cette eau-là, elle va chercher une échappatoire à travers la peau. Et cette échappatoire-là, elle va être sous forme de bulle. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut éliminer tout ce qui est bulle de stase. Et puis, il y a les traumatismes, les brûlures, etc. Ça, c'est évident. Donc, une fois on traite la maladie qui est à la base, ça veut dire la maladie cardiaque, pulmonaire, ce que vous voulez, les bulles vont disparaître. Alors là, je rapporte en fait une photo que j'ai trouvée très intéressante. Donc ça, c'est un médecin japonais qui raconte ça. Il dit qu'il a reçu cette patiente qui est très âgée, regardez, 89 ans, et qui avait ces bulles. Au début, ils ont cru que c'était une pemphigoïde, je crois, parce qu'en fait, il avait déjà la maladie, il me semble. J'ai pas lu tout le document, mais après, il s'est avéré que cette bulle-là, précisément, elle est là parce que la dame, elle a une insuffisance cardiaque chronique. Donc, dès qu'ils ont traité, la bulle a disparu. Donc là, ça, c'est la première étape. On cherche les étiologies des autres bulles. Une fois on a cherché les étiologies, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dois faire disparaître la bulle. C'est l'objectif. Donc, pour cela, il faut évaluer déjà le terrain sur lequel cette bulle repose. En fait, il faut voir le terrain artériel, comment il est, parce que plus vous avez des pathologies artérielles, plus vous avez une difficulté de cicatrisation, plus la lésion va persister. Et qui dit diabète dit microangiopathie, neuropathie, tout ce que vous voulez. Donc, diabète, ça fait mal aux vaisseaux, entre guillemets. Et puis, quand les vaisseaux ne vont pas très bien, surtout les micro-vaisseaux, la cicatrisation est lente. Donc, je dois considérer ça dans ma prise en charge. OK. Alors, la prise en charge, globalement, en fait, ça dépend du stade où vous êtes. Alors là, je vous rappelle les stades. Le stade de la bulle et le stade de l'érosion post-bulleuse. Alors, quand on est au stade de la bulle, donc on va percer la bulle, on va la vider, on va désinfecter, tout ça. Et après, on va appliquer, en fait, ce type qui est spécial de pansement. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, on appelle ça un pansement hydrocellulaire. Donc, c'est un pansement qui est très absorbant, qui ne va pas s'accrocher à la peau, où il y a de la vaseline ou bien des substances comme ça. Donc, on va l'appliquer et ça va guérir, Inch'Allah. Voilà. Et on va signaler à la fin que c'est une maladie avec une grande tendance à la récidive. Donc, il faut une éducation thérapeutique pour le patient. Il faut lui dire qu'il doit se protéger, etc. Alors là, en fait, je reviens vers la première image, si vous en souvenez. C'est un cas qui a été rapporté au Maroc. Là, j'oublie les hôpitaux tellement j'ai lu de trucs. Mais en fait, c'est une dame de 59 ans qui a comme antécédent un diabète insulinodépendant depuis 30 ans. Et là, une pleurésie pulmonaire traitée il y a 3 ans. Donc déjà, pleurésie, c'est très intelligent comme antécédent à recueillir normalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle consulte pour ces lésions-là qui apparaissent spontanément au niveau des mains, des pieds. Et les médecins qui l'ont vu, ils ont dit que le contenu était tantôt clair, tantôt hémorragique, ok. Et ils ont remarqué que cliniquement, il existait aussi une neuropathie périphérique. Donc, qui dit neuropathie périphérique, il dit que c'est un diabète au stade dégénératif. Donc, les complications dégénératives du diabète, ils sont déjà là, ok.
Alors, dans ce cas-là, on va s'inspirer juste de la conduite à tenir qu'ils ont eue. Donc, ils ont dit que sur le plan thérapeutique, normalement, rien n'a été proposé, ok, en dehors le traitement de la bulle. Parce que c'est là notre objectif, c'est faire disparaître la bulle de façon médicale. En fait, ils ont vidé, ils ont appliqué des soins locaux antiseptiques, ok. Et là, la prise en charge, elle reste essentiellement préventive. C'est ça le mot-clé. Donc, vous dites aux patients, si vous ne faites pas attention à votre diabète, à votre glycémie, hémoglobine glyquée, tout ça, à votre peau, ça va revenir. OK. Ça, c'était ma deuxième entité pathologique. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu la nécrobiose lipoïdique, on a vu la bullose des diabétiques, qui est exclusive au diabète, et on va voir maintenant une lésion de la peau qui est très fréquente, qui est rare, qu'on peut avoir même si on n'est pas diabétique. Et cette lésion-là, c'est l'acanthose nigricans. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez. Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que là, je vois que j'entends rien, du coup. Est-ce que vous pouvez me donner une idée si vous en avez? Ben, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour répondre si vous avez une idée de la lésion. Bon, alors ça, c'est l'acanthose nigricans. C'est la troisième lésion qu'on va voir. En fait, c'est ça. C'est un synonyme de l'insulinorésistance. OK? Donc là, c'est une lésion, c'est des lésions noirâtres. Alors, j'ai mis cette photo-là parce qu'en fait, selon les définitions, on dit que c'est des lésions en velours, c'est-à-dire la texture en velours. C'est des lésions noirâtres au niveau des coudes, des mains, la région axillaire, etc. Voilà. Alors, l'acanthose nigricans, en fait, elle est due à l'hyperprolifération de deux types cellulaires. Alors là, vous voyez un schéma. Sur le schéma, cherchez les kératinocytes qui se trouvent au niveau de l'épiderme et cherchez les fibroblastes qui se trouvent au niveau du terme. Donc, ce sont les deux cellules qui vont proliférer de façon excessive pour donner l'aspect qu'on a vu. Alors, en fait, il y a une variété à cette lésion. Il y a une variante à cette lésion-là. C'est qu'on peut avoir ces lésions avec des verrues. En dessus. Donc, avec des verrues, on dirait des verrues planes HPV, donc les verrues vulgaires. OK. Alors, en dehors du diabète, cette lésion, on la rencontre où, à votre avis, en fait? Alors, cette lésion, déjà, quand on voit l'acanthose nigricans, il faut penser à tout ce qui est résistance à l'insuline. Parce qu'en fait, ces cellules-là qu'on a vues, elles vont proliférer parce que l'insuline, il est en train de les stimuler. OK? Donc là, il faut chercher un état où l'insuline, il est là de façon permanente. Donc, comme dans les états prédiabétiques, l'insuline, il est là, surtout le diabète de type 2. Donc, l'insuline, il est là, il est incapable d'exercer son effet. Donc, on appelle ça une résistance à l'insuline. Alors, dans ces cas-là, les cellules, les kératinocytes et les fibroblastes, ils vont en profiter pour proliférer. OK. Alors, d'abord, on la rencontre dans tout ce qui est syndrome métabolique. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, à des concentrations élevées, l'insuline va traverser la jonction entre l'épiderme et le derme, ça veut dire les deux couches les plus superficielles de la peau. Il va stimuler les cellules, elles vont proliférer. Donc ça, c'est la première étiologie de cette lésion. Donc on a le syndrome métabolique, obésité viscérale, etc. Toutes les caractéristiques du syndrome métabolique que vous connaissez. Par la suite, on a le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, pourquoi ça donne de l'acanthose nigricans? Pour deux raisons. C'est parce qu'on a déjà un syndrome métabolique, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on a une production excessive d'hormones androgènes. Donc une fois que vous avez beaucoup d'androgènes, il semblerait qu'ils vont exercer le même effet que l'insuline en termes de stimulation de ces cellules-là. OK. Alors, donc on a cette lésion dans le cas d'un syndrome métabolique, des ovaires polykystiques et dans le cas de lipodystrophie. Alors l'hypodystrophie, ce qui était impressionnant pour moi dans cette partie, c'est que moi, tout ce que je connaissais sur la lipodystrophie, c'est ça, c'est l'image que vous voyez au milieu. Donc c'est l'abdomen avec la répartition qui n'est pas homogène du tissu graisseux, parce qu'en fait, on dit aux patients, il faut injecter votre insuline de façon rotatoire, comme c'est mentionné sur le schéma. Donc, tantôt au niveau de la cuisse, au niveau de l'abdomen, au niveau des bras, etc., pour éviter ça. Mais en fait, non. La lipodystrophie, c'est pas que ça. La lipodystrophie, c'est un ensemble de syndromes qui peuvent être génétiques.
Donc, il y a des gens qui naissent avec de la lipodystrophie. Et la lipodystrophie qu'ils naissent avec, c'est pas que ce qu'on voit ici au niveau du ventre, mais c'est en fait dans tout le corps, c'est pas homogène. OK? Donc, on a la lipodystrophie qui est génétique, qui va donner de l'acantose nigricans. Et on va voir aussi des gens qui prennent certains traitements, comme les antirétroviraux pour telle ou telle maladie virale, mais également pour les gens qui se font greffer la moelle, donc qui vont développer un syndrome de greffon contre l'autre, etc. Ils vont faire de la lipodystrophie, et cette lipodystrophie, elle va donner de l'acantose nigricans. Donc, si on fait bien attention à l'examen cutané de son patient, on peut découvrir tout un syndrome lipodystrophique à travers la lésion qu'on a découvert, c'est-à-dire l'acantose nigricans. Donc, il faut bien examiner les plis, le cou, etc. Alors, l'acantose nigricans, il y a une entité qui est là à cause de médicaments. Donc, en tête de liste, vous avez le flucidine, ça veut dire la pommade qu'on va prescrire contre les infections de la peau, un staphylocoque ou bien un streptocoque. On a également les contraceptifs oraux, la corticothérapie. Il y a certains dispositifs chimiques, donc les gens qui travaillent dans l'industrie agroalimentaire et ainsi de suite. Bon, voilà, ça c'est de la physiopathe. Je passe. Alors ça, en fait, ce que vous voyez sur cette diapo, je l'ai vu sur une revue qui s'intitule Dermatologie pratique. C'est une revue française, mais en fait, le cas, il est marocain. Alors là, il y a des médecins qui ont rapporté le cas de cette jeune fille, donc âgée de 16 ans, qui est issue d'un mariage non consanguin, machin. Mais en fait, ce qui nous intéresse là, c'est qu'elle a consulté pour de l'acantose nigricans en péribuccale avec des verrues. OK? Alors en fait, si vous étiez à leur place, quelles auraient été vos hypothèses diagnostiques? Donc devant des verrues en péribuccale, à quoi on peut penser en fait? Alors bon, en fait, le premier diagnostic qui doit sauter à l'esprit, c'est les verrues vulgaires. C'est des verrues à HPV. C'est ce que ces médecins ont fait. Mais en fait, regardez le titre. Le titre, c'est des verrues pas comme les autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc, ils ont évoqué les verrues planes à HPV. Ils ont évoqué les durians, en fait, là, ce que vous avez sur le pied. Ils ont évoqué les cicatrices fibreuses. Parfois, certaines cicatrices peuvent donner cet aspect-là. Ils ont évoqué un granulome, comme sur la photo, en fait, de la jeune femme, la photo avec un en-tête rouge. Mais là, quand ils ont cherché plus, ils ont trouvé ça, que si on a en fait de l'acantose nigricans avec des verrues en dessus, ça peut être une maladie qu'on appelle la mycose fungoïde verruqueuse ou bien l'acantose nigricans verruqueux cutanéo-muqueux. Donc là, toute cette histoire, juste pour vous dire, faites attention, quand vous avez de l'acantose nigricans avec des verrues en dessus, ça peut être une maladie à part entière. Donc c'est pas des verrues comme les autres, justement, d'où le titre, mais ça peut être une maladie assez spéciale. C'était le cas de cette jeune fille. Et donc, il faut y penser quand on a les deux. Donc, l'association des deux. Voilà. Alors, on a vu la nécrobiose lipoïdique, on a vu qui peut cacher un diabète, donc on a vu la bullose des diabétiques qui peut cacher un diabète, on a vu l'acantose nigricans qui cache beaucoup de maladies, et maintenant, on va voir les lésions cutanées, en fait, les infections de la peau qui nous cachent un diabète sucré. OK? Donc, la première chose qu'on va dire, c'est que 20 à 50% des diabètes mal contrôlés, ils vont virer vers une infection à un moment donné de la vie. OK? C'est plus les diabétiques de type 2 qui vont avoir ce genre de lésions. Et c'est à cause justement de la microcirculation dont on parlait tout à l'heure. Donc, les diabétiques, ils ont, entre guillemets, mal au vaisseau. Les nerfs au niveau périphérique, ils sont altérés aussi par l'hyperglycémie constante. Et en fait, on a beaucoup de raisons, mais c'est principalement à cause de ça. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on va avoir des infections. OK. Alors, parmi les infections les plus fréquentes, on a la candidose. Donc, la candidose, elle peut être au niveau buccal, elle peut être au niveau, donc oral, génital, au niveau angulaire. Donc, on parle de paronychie et ainsi de suite. Alors, regardez l'aspect ici, l'aspect blanc, on l'écaillé. Donc, c'est un matériel qui est très adhérent à la muqueuse et il repose sur une surface érythémateuse. OK? Alors, dans pas mal dans la conférence que j'ai vue, ils ont dit que dans pas mal de cas,
enfin, la lésion que vous voyez en haut, la lésion du palais, ça peut être le signe révélateur du diabète. Donc, cette lésion-là, elle est très importante. Et parfois, cette candidose, donc, elle associe et la lésion blanchâtre et en fait la fissuration de la commissure orale, la chélite, ce qu'on appelle la chélite, et qu'on voit dans d'autres pathologies. Donc, ça, c'est la première infection qui peut cacher un diabète. Deuxième infection qu'on voit beaucoup qui est très dangereuse, dans les diabètes surtout mal contrôlés, c'est ce qu'on appelle l'otite externe maligne. Et justement, elle est dite maligne parce qu'elle va rapidement évoluer vers une infection de l'os lui-même, vers une infection des parties molles, et 50% des patients qui vont avoir cette infection-là, ils peuvent mourir. Alors, les symptômes qu'on va avoir, ils sont très variables. Ça peut être des otalgies, un érythème quand vous voyez, un abcès purulent, donc tout ce que vous voulez. Le germe le plus fréquemment incriminé, c'est le Pseudomonas aeruginosa. Ok. Elle peut également évoluer en méningite. Donc si vous voyez ça, ça veut dire que le diabète, non seulement il est là, mais il est très 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 mal contrôlé. Alors là, comme j'aime toujours cette connexion avec la réalité, je rapporte d'autres observations. Donc, on va les survoler juste brièvement pour donner un seul message clé. Donc, ça, c'est une observation de Casablanca, CHU de Casablanca. C'est un service d'ORL qui a rapporté le cas de 3 patientes qui ont eu ces lésions-là. Et regardez la moyenne de l'hémoglobine glyquée qu'ils ont eu, c'est 11%. Mais 11%, c'est énorme, voyez-vous. Donc, ce sont des patiente qui, en fait, elle est rare, elle est très rare, mais on va la voir si le diabète, il est mal contrôlé. Donc là, les cas ne m'intéressent pas autant avec les détails. Ce qui m'intéresse, c'est regarder l'hyperglycémie. Elle est à 5, elle est à 4,6, etc. Ils ont prescrit la TDM et ainsi de suite. Mais en fait, le traitement, comme le diabète, il est très déséquilibré, la preuve, c'est que le traitement, c'est beaucoup d'insulinothérapie. Ok. Une des patientes a eu un abcès, donc ça peut évoluer vers un abcès. Et voilà, donc c'est une urgence thérapeutique. Donc si vous voyez ça, le pourtour de l'oreille qui est rougeâtre chez un diabétique, etc., il faut faire attention, c'est une infection qui est très dangereuse. Ou bien si vous voyez ça chez un patient qui n'est pas connu diabétique, il faut courir aux urgences, il faut faire le bilan, etc. Alors, une autre lésion qui peut être là chez un patient diabétique, s'il réunit 2 conditions. Alors, on a une glycémie qui est mal contrôlée, mais également un bilan cholestérolémique qui est perturbé aussi. Donc, si on a ces 2 éléments-là, on va avoir ce qu'on appelle l'exantome éruptif du diabétique. Ok. Ce qui est intéressant, ce qui est impressionnant, c'est que c'est des lésions où, en fait, dès qu'on va contrôler la diététique du patient, c'est-à-dire ce qu'il mange et les bilans, en fait, dès que les bilans rentrent dans les normes, toutes les lésions vont disparaître. Donc ça, c'est très intéressant. Autre pathologie du diabétique, en fait, c'est la dernière, je sais que vous êtes ennuyés peut-être, en fait, c'est la dermopathie diabétique. La dermopathie diabétique, c'est ce qu'on appelle les taches tibiales. Alors, normalement, vous voyez là 2 couleurs différentes, alors que c'est exactement la même pathologie. Justement, c'est que, en fait, ce sont 2 stades différents de la même pathologie. Alors, comme on a dit, il y a les vaisseaux qui sont fragiles chez les diabétiques. Alors, de ces vaisseaux-là, le sang va s'extravaser. Et en fait, les couleurs différentes que vous voyez ici, c'est l'évolution de la bilygénie. Ça veut dire les couleurs du sang. Quand vous cognez la tête contre un mur ou quelque chose comme ça, vous avez la lésion qui va changer de couleur. Là, c'est le même principe. Et l'extravasation, c'est comme dans un purpura les lésions où il y a l'extravasation. Donc, c'est les dépôts de l'hémoxydérine. Alors, si vous voyez ça sur les jambes de quelqu'un, très probablement, ça, c'est un diabète. Et regardez la dernière ligne, dernier paragraphe, c'est ce qui m'intéresse. C'est les patients atteints de diabète de longue date, donc un sujet âgé potentiellement, et de contrôle faible, glycémique faible. Et ça touche 30% des diabétiques. Donc, 3 parmi 10 de tous les diabétiques à qui vous allez avoir affaire, ils vont avoir ces lésions-là si leur bilan n'est pas dans les normes. Alors, on a fini avec le diabète, ce long chapitre. Maintenant, on va aborder rapidement un deuxième, toujours dans les pathologies endocriniennes et les lésions cutanées qui vont avec, et c'est les pathologies de la glande thyroïde. Alors, pourquoi la glande thyroïde, elle va donner des lésions cutanées? C'est parce que tout simplement, en fait,
comme on dit dans l'hypo ou bien l'hyperthyroïdie, c'est tout le métabolisme qui est soit accéléré, soit décéléré. Donc, soit ralenti, soit très accéléré. Parmi les choses qui sont accélérées ou décélérées, on a le flux sanguin. Donc, le flux qui va arriver vers la peau, il va conditionner pas mal de choses. Donc, les mitoses qui se passent dedans, il va conditionner la chaleur, enfin, plein de choses. Et ce climat-là qui va être en train de se modifier au décours d'une maladie thyroïdienne, donc il va être le terrain fertile pour l'apparition de certaines lésions. Donc, en règle générale, chez une personne qui a une hyperthyroïdie, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a d'abord le flushing facial. Enfin, je ne sais pas comment on prononce ça, mais bon, c'est la photo que vous voyez à droite, en haut, en extrême droite. Alors, c'est la peau qui devient entièrement rouge. Bon, ça rentre aussi dans un autre syndrome qu'on va voir tout à l'heure. Mais bon, on a l'érythème palmaire, donc la rougeur de la paume des mains. On a l'hyperpigmentation. Alors, regardez la main, ici, en haut à gauche. Alors, normalement, moi, personnellement, j'ai vu ça maintes fois chez des femmes âgées et je croyais jamais qu'il y aurait potentiellement une hyperthyroïdie cachée derrière. Mais faites attention, voilà. On a en fait également les cheveux qui sont fragiles. On a la main qui est moite, qui est en fait humide. Et regardez de façon impressionnante les cheveux qui deviennent précocement grisonnants. Donc dès que vous avez un premier cheveu gris, faites attention. Il faut peut-être se faire prescrire un bilan thyroïdien. Ben voilà. Alors regardez le nombre de détails qu'on a pu recueillir, juste, le nombre de choses qu'on a pu avoir rien qu'à partir de l'examen des mains, l'examen du visage, et voilà. Donc l'examen de la peau, juste, je dirais de première vue. Donc rien qu'en saluant quelqu'un, rien qu'en le voyant, on peut voir pas mal de choses, pas mal de détails en tant que médecin. Bon, toujours l'hyperthyroïdie. Est-ce que vous voyez cet aspect-là de peau qui brille? On appelle ça un scléromyxodème. Donc, c'est de l'œdème, ok? Et c'est un peu cet aspect sclérosé qu'on voit dans une sclérodermie. Donc, la peau qui est très étirée, qui brille. Donc, on dirait une injection de médecine esthétique. Justement parce que c'est ça. C'est le même produit qu'on injecte pour de l'esthétique. Il est là, accumulé de façon pathologique. En fait, bon, excusez-moi, je dois revenir en arrière. Bon, c'est l'acide hyaluronique qui s'accumule ici. Voilà. Alors, ça c'est le scléromyxodème. Troisième pathologie cutanée qu'on va voir au décours d'une hyperthyroïdie, c'est ce qu'on appelle la dermopathie de Graves-Basedow. Ça veut dire la région tibiale ou bien prétibiale qui devient très gonflée, au décours d'une hyperthyroïdie. Donc, quand vous voyez ça, à 99% des cas, vous avez une ophtalmopathie. Imaginez-vous. Donc, si je vois ça, l'ophtalmopathie, en fait, ce qui est très intéressant et malheureux parfois, c'est qu'elle évolue de façon très insidieuse. Donc, c'est pas souvent la photo que vous voyez sur les polycopiés, les yeux qui sont totalement dégagés. Parfois, elle est très débutante. Donc, on peut sauver un patient. L'ophtalmopathie, elle est très difficile à traiter. Donc, on peut sauver un patient de cette ophtalmopathie hyperthyroïdienne, entre guillemets, à un stade très débutant, si on sait guetter ça. Donc, si je vois ça, ce myxodème prétibial, je cherche l'ophtalmopathie. Voilà. Alors, c'est des lésions bilatérales, machin truc. Bon, ça, j'en passe. Encore une fois, c'est l'acide hyaluronique. Voilà. Alors, on a fini avec les endocrinopathies. On va survoler rapidement trois lésions cardiovasculaires. Ce sont toutes les lésions que j'ai trouvées. Alors, d'abord, on a ça. L'hypocratisme digital. En anglais, c'est le clubbing, je crois. Alors, hypocratisme digital, pourquoi il est là? Parce que, entre la matrice de l'angle, en fait, entre les deux parties de l'angle, il va y avoir une prolifération du tissu conjonctif. Alors, nous, ce qu'on sait généralement, ce qu'on nous dit très souvent, vous avez de l'hypocratisme parce que c'est l'hypoxie, etc. Mais en fait, c'est pas que ça. Alors ça, c'est tous les mécanismes physiopathologiques qui vont donner de l'hypocratisme. Il y a l'infection, il y a l'inflammation, il y a la malignité. Donc, ça peut renfermer toute une pathologie très maligne. Voilà. Donc, tout ça va donner cet hypocratisme digital. Donc, il révèle bien des choses derrière.
Bon, ça, c'est très intéressant. Deuxième pathologie cardiovasculaire qui pourrait être révélée par une lésion cutanée, en fait, ou bien deuxième lésion cutanée, c'est le flushing facial. Alors, souvenez-vous, on vient de le voir dans le cas de l'hyperthyroïdie, ok? Mais en fait, il se trouve pas, il n'est pas que rencontré au décours d'une hyperthyroïdie, mais également au niveau d'une pathologie typiquement cardiaque, type sténose mitrale, ok? Alors, ce sont des maladies au Maroc qui sont très sous-diagnostiquées, donc c'est très intéressant de déceler ça rien qu'à partir de cette lésion-là, de toutes les tumeurs qui vont produire des substances vasoactives, parce que ça, c'est la vasodilatation des vaisseaux sous-cutanés, ok? Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette lésion-là, elle rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un syndrome ou bien une triade carcinoïde. Alors, la triade carcinoïde, elle est faite de flushing, elle est faite de diarrhée, elle est faite de douleurs abdominales. Donc, c'est des tumeurs sécrétrices de sérotonine. Ok? Donc, si je vois ça, il faut chercher systématiquement la triade si elle est là. Ok? Alors, troisième lésion. Excusez-moi, je dois revenir vers mon. Voilà. Alors, la troisième lésion qu'on peut avoir, c'est les lésions d'Osler et de Janeway. Ok? Donc, ce sont des lésions là très punctiformes, donc à peine décelables. Ok? Donc, on va avoir sur le bout du doigt. Donc, je commence par les lésions d'Osler, par le nœud d'Osler, le Osler node. Alors, ça, c'est une lésion qu'on voit au bout du doigt, au bout des orteils. Il est très douloureux, à l'encontre de la lésion de Janeway qui n'est pas douloureuse du tout. Donc là, c'est des mécanismes physiopathologiques qui sont très, très compliqués. Mais sinon, on les voit dans une endocardite infectieuse. Voilà. Donc, ce sont deux lésions très révélatrices d'endocardite infectieuse. Alors, cette diapositive-là, c'est pour vous dire que les lésions de Janeway, c'est pas que le petit nœud solitaire que vous voyez ici, mais là, vous voyez toute une variabilité de lésions. Là, on dirait un purpura, n'est-ce pas? Très bien. Bon, la photo qui est au milieu, elle est tirée d'un cas clinique où le diagnostic, c'était endocardite infectieuse. Alors maintenant, avec ces nœuds, ces lésions d'Osler et de Janeway, on va avoir ce qu'on appelle des lésions en éclat. Ok? Alors, lésions en éclat, c'est ça. Est-ce que vous voyez on appelle ça des lésions en éclat ou bien en flamèche. Est-ce que vous voyez les petits filets ici qui se dégagent du feu? En fait, c'est exactement ce qui est décrit sur les angles. Alors, si vous voyez ça, il faut chercher, en fait, les nœuds d'Osler de Janeway, chercher s'ils sont douloureux ou pas, et potentiellement chercher une pathologie cardiaque sous-jacente. Voilà. Alors, quatrième pathologie cardiaque, qui peut être révélée par une lésion cutanée, il n'est pas tout à fait cardiaque en fait, c'est la fièvre rhumatoïde. En fait, elle peut toucher le cœur, elle peut toucher les articulations, le système nerveux et la peau. Donc, au niveau de la peau, on a ces nœuds ici qui se trouvent au niveau de la face, au niveau des extenseurs du coude et des genoux. Elle est exclusivement, là c'est la deuxième fois que je dis, là c'est la deuxième lésion pour laquelle je dis que, c'est exclusif. Elle est exclusivement observée en cas de cardite rhumatismale. Donc, vous avez une inflammation du cœur qui est d'origine rhumatismale. Donc, vous avez ces nœuds qui sont sous-cutanés. Et puis, au décours d'une fièvre rhumatoïde, on va également avoir un érythème marginal. Voilà. Donc, donc chez 10% des patients, on va avoir l'érythème aussi. Très bien. Généralement, au niveau de l'abdomen, la partie proximale, au niveau des extrémités. Donc, c'était ça mes lésions cardiaques, cardiovasculaires, les lésions au décours de maladies cardiovasculaires. On passe aux lésions qu'on voit dans les maladies gastro-intestinales et on commence par le pyoderma gangrenosum. Donc, c'est cette gangrène que vous voyez ici, qui va s'ulcérer, qui va avoir plusieurs... Oui. Ah, ok. Ah, ok, c'était très lent, je suis désolée. Ok. Alors, j'essaie de finir très vite. Ok, très bien. De toute façon, ça devient lent, donc je vais faire un peu rapidement. Ok. Donc, parfait, très bien. Ok, parfait, ça marche. Bon,
Première lésion cutanée qu'on voit dans une maladie gastro-intestinale, c'est ça, c'est le pyoderma gangrenosum. C'est la gangrène qu'on voit chez 10% des patients qui ont la RCH. Donc, elle apparaît soudainement à la moindre blessure, ok. Donc, c'est une pustule qui va devenir une gangrène, voilà, donc qui va se décomposer, qui va ulcérer, etc. Donc, c'est vraiment plusieurs stades. Mais en fait, attention, on la trouve pas que au décours d'une RCH ou bien d'une maladie de Crohn, mais aussi dans pas mal de pathologies, dont cette lésion que vous voyez ici, qui a été la lésion révélatrice d'un syndrome de Gougerot-Sjogren. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi ils ont découvert le Gougerot-Sjogren? Parce que dès qu'on la voit, il faut suspecter d'abord les MICI, donc RCH et Crohn. Et puis, il faut suspecter une polyarthrite rhumatoïde, il faut suspecter des syndromes myélodyscrasiques, donc les hémopathies malignes, il faut suspecter une hépatite chronique active, il faut suspecter une granulomatose. Donc, il y a pas mal de pathologies de système qu'il faut suspecter à partir de cette pathologie-là. OK. Alors, cinquième lésion qui peut révéler une maladie gastro-intestinale, c'est le syndrome de Sweet. Alors, le syndrome de Sweet, là, ce sont des plaques érythémateuse avec un œdème lésionnel, ok. Ça, en fait, on le voit surtout quand on a une maladie de Crohn et on a une grande prédominance féminine. Mais en fait, attention, la prédominance homme-femme, elle est la même, enfin, la prévalence homme-femme, elle est la même si la cause, c'est une malignité. Donc, attention aux hémopathies malignes qui peuvent se cacher derrière ce syndrome de Sweet, ok. Alors là, c'est très intéressant. Donc, après les vaccinations contre la COVID-19, en 2022, on a rapporté des syndromes de Sweet généralisés à cause de ces vaccinations-là. Donc, si vous voyez ce syndrome, cette photo-là, si vous voyez ces lésions sur tout le corps, ça peut être juste une réaction, une réaction à la suite du vaccin. Voilà. Alors, dernière lésion pour boucler ce sujet. On peut pas ne pas la mentionner, c'est la dermatite herpétiforme, donc qu'on voit chez les patients qui ont une intolérance au gluten. Donc c'est des dépôts d'IgA, etc. Donc ce qui m'intéresse là, c'est les régions où on la voit. Donc c'est au niveau du coude, cuir chevelu, région glutéale, les genoux, etc. Voilà. Alors il y a un diagnostic différentiel qui comprend la gale, la dermatite de contact, lupus érythémateux et ainsi de suite. Donc le traitement repose principalement sur un régime sans gluten. Voilà. Et merci d'être là, on a fini.